Alors, après Charlemagne, l'Europe, c'est un peu un immense puzzle, un territoire morcelé entre des seigneurs locaux très puissants. Du coup, pour un roi, la question est toujours la même. Comment on fait pour construire un État solide à partir de ce chaos? C'est ce qu'on va voir ensemble à travers 3 cas d'école, 3 chemins bien distincts. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le problème de fond, il est là. D'un côté, on a l'idée d'un royaume centralisé, avec un seul chef, et de l'autre, la réalité du terrain, un pouvoir complètement éclaté entre des dizaines de seigneurs. C'est vraiment ça, la tension fondamentale de toute l'époque. Pour faire simple, la monarchie, c'est une structure claire, une pyramide, où le roi est tout en haut et tout découle de lui. La féodalité, par contre, c'est bien plus compliqué. C'est un réseau, un enchevêtrement de liens personnels, de serments d'allégeance, où le pouvoir réel du roi peut être très, très limité. Et chaque royaume va devoir naviguer entre ces 2 systèmes. Commençons par l'Angleterre. Et là, on a un cas assez paradoxal. Une monarchie superpuissante va naître, non pas en luttant contre la féodalité, mais au contraire en l'important et en la maîtrisant d'une main de fer. Tout démarre à un moment clé, la mort du roi anglo-saxon Édouard le Confesseur. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'héritier direct. Il laisse donc un trône vacant. Et ça, évidemment, ça ouvre l'appétit de plusieurs prétendants, dont un particulièrement déterminé qui se trouve juste de l'autre côté de la Manche. Et cette date, il faut la retenir. 1066. C'est un tournant majeur dans l'histoire de l'Angleterre, l'année où tout va changer. Guillaume, le duc de Normandie, débarque donc avec son armée, gagne la célèbre bataille de Hastings et se fait couronner roi. Mais attention, ce n'est pas juste un roi qui remplace un autre, c'est bien plus que ça. C'est un remplacement total de toute l'élite du pays et une réorganisation complète du système, une vraie remise à zéro du royaume. Et pour asseoir son pouvoir, Guillaume a une arme secrète. Et non, ce n'est pas une épée, c'est un livre, le Domesday Book. C'est un outil d'une modernité absolument incroyable pour l'époque. Pour la première fois, un roi ne se contente pas de régner, il veut savoir précisément qui possède quoi, où, comment, jusqu'au dernier cochon de chaque village. Ce livre, c'est ni plus ni moins qu'un inventaire total du royaume. Pour Guillaume, les conséquences sont énormes. D'abord, ça lui permet de lever des impôts avec une efficacité redoutable, et ensuite, et c'est surtout ça le coup de génie, ça lui donne les moyens de déposséder l'ancienne noblesse anglo-saxonne de façon systématique pour la remplacer par ses propres barons normands. La féodalité est devenue son meilleur outil pour un pouvoir centralisé. Allez, on change complètement de décor maintenant et on passe au Saint-Empire romain germanique. Eux, ils ont tenté une approche, disons, à 180 degrés. Plutôt que de maîtriser la noblesse, l'empereur a carrément essayé de la court-circuiter. Déjà, ici, on n'est pas empereur de père en fils. Non, c'est un long processus. Il faut d'abord être élu par les grands princes, puis être couronné roi, et enfin, le Graal, être couronné empereur par le pape à Rome. Et ce parcours du combattant, il montre déjà 2 faiblesses énormes. Une dépendance vis-à-vis des princes, une dépendance vis-à-vis du pape. Alors, face à ces princes si puissants, quelle est la stratégie de l'empereur ? Sur le papier, elle est plutôt maligne. Au lieu de donner des terres et du pouvoir à des familles nobles qui risquent de devenir des rivales, il les confie à des évêques qu'il nomme lui-même. L'avantage, un évêque n'a pas d'héritier légitime. Donc, à sa mort, le territoire revient à l'empereur. Plutôt futé, non ? Sauf que, il y a un hic, un énorme hic. Une question toute simple qui va mettre le feu aux poudres. Qui a le dernier mot pour nommer ces fameux évêques? Est-ce que c'est le pouvoir politique de l'empereur ou le pouvoir spirituel du pape? Et ce conflit, on l'appelle la querelle des investitures. Ça a secoué toute l'Europe pendant des décennies. Et il ne faut pas se tromper, ce n'était pas qu'une dispute religieuse. En réalité, c'était une pure lutte pour le contrôle de l'État, pour savoir qui tenait les rênes politiques et administratives de l'Empire. Bon, le résultat a été catastrophique pour le pouvoir impérial. L'empereur Henri IV se retrouve même excommunié. Une humiliation terrible. Sur le long terme, ce conflit a complètement sapé l'autorité centrale. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que les grands gagnants étaient ceux que l'empereur voulait affaiblir au départ, les grands princes. Le conflit entre le pape et l'empereur leur a laissé le champ libre. La stratégie s'est complètement retournée contre son auteur. Et on termine notre tour d'horizon en France avec une histoire qui n'a rien à voir. Ici, pas de coup d'éclat, pas de conquête brutale, mais plutôt une stratégie de la patience, une construction très lente de l'État en partant d'une position de grande faiblesse. Regardez bien cette carte, elle parle d'elle-même. La petite tache bleue, autour de Paris, c'est le domaine du roi. C'est minuscule. Tout autour, les immenses territoires en rouge et en jaune appartiennent à ses propres vassaux. Et le plus puissant d'entre eux, c'est le roi d'Angleterre. En clair, le roi de France est un petit joueur sur son propre territoire. Voilà, cette phrase résume tout.
Au début de la dynastie capétienne, le roi de France, ce n'est qu'un seigneur parmi les autres et pas forcément le plus puissant. Alors la grande question, c'est comment ont-ils fait pour inverser la tendance? Eh bien, la réponse, c'est une stratégie de fourmi, sur le très très long terme. D'abord, ils ont tout misé sur le symbole. Le sacre à Reims faisait du roi une personne à part, l'élu de Dieu, ce qui le plaçait au-dessus des autres seigneurs. Ensuite, pour assurer la continuité, ils prenaient soin de faire couronner leurs fils de leur vivant. Et enfin, ils ont joué la carte du temps, attendant patiemment que les familles de leurs puissants vassaux s'éteignent pour pouvoir récupérer leurs terres. Et le point clé, c'est vraiment ça, la patience. Ça n'a pas été rapide, ça a pris des siècles. Mais cette méthode, qui a privilégié la légitimité, le droit et le temps long, a finalement payé. Lentement, mais sûrement, le petit seigneur d'Île-de-France est devenu un des rois les plus puissants d'Europe. Voilà, on a donc 3 modèles, 3 approches vraiment différentes. Une conquête éclair qui impose un système clé en main, une tentative audacieuse pour contourner ce système, et une consolidation lente et patiente depuis l'intérieur même du système féodal. Alors, si on récapitule, en Angleterre, on importe la féodalité pour en faire un outil de contrôle. Résultat, une monarchie très centralisée et efficace. Dans le Saint-Empire, on essaye de la contourner en s'alliant avec l'Église, et ça se termine par un conflit qui affaiblit l'empereur et renforce les princes. Et en France, on part de très bas et on utilise le temps et l'idéologie pour grignoter peu à peu le pouvoir des grands seigneurs. Bref, 3 voies, 3 destins complètement différents. Et ce qui est fascinant, c'est que ces choix, faits il y a près de 1000 ans, ont forgé des cultures politiques très différentes. L'État anglais, très centralisé, une Allemagne où le fédéralisme fait écho au pouvoir des anciens princes, une France construite autour d'un État fort incarné par le roi. On peut se poser la question jusqu'à quel point la carte politique et mentale de l'Europe actuelle est-elle encore l'héritage de ces destins médiévaux?